Le bassin d'Arcachon, un décor de cinéma. De grands succès du box-office français s'y sont tournés. Ici au Cap-Ferré, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, 5,5 millions d'entrées en salle. De l'autre côté du bassin d'Arcachon, les 3 opus de camping de Fabien Antoniente, 12 millions de spectateurs. Alors pourquoi notre région est-elle prisée des réalisateurs? Comment sont choisis les lieux de tournage? Et cela vaut-il vraiment le coup d'investir des millions d'euros d'argent public pour faire venir chez nous les équipes des films et séries? Réponse dans cette enquête de région. Le village de l'Herbe est bien calme en ce début d'hiver. Quel contraste avec l'affluence touristique de l'été, car le Cap-Ferré est à la mode. Et cela en grande partie depuis le succès des Petits Mouchoirs en 2010, on le verra tout à l'heure. Dans toute la région, on tourne des films et séries. Et pour cela, la Nouvelle-Aquitaine a dépensé près de 11 millions d'euros en 2017 pour aider la filière du grand et du petit écran. Alors cinéma, télévision, est-ce un ticket gagnant pour la région? C'est ce que nous allons voir. Ceux qui ont payé le plus cher, ça a frisé les... Vous ne le répéterez pas bien sûr, 80 000 euros. Et ça tourne au son. Action. On parle de soutien à la culture. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le poids des régions dans le financement du cinéma, c'est plus de 170 millions d'euros. C'est l'équivalent de Canal+. Environ 400 jours de tournage ont lieu chaque année dans ces beaux décors naturels de Gironde. Accueillir des équipes de films, cela se prépare et cela se paye aussi. La Dordogne a été le premier département de la région à se doter d'un fonds de soutien à la production et d'un bureau d'accueil des tournages. Alors comment le Périgord se vend-il? Qui profite des retombées économiques et sont-elles importantes? Regardez notre première enquête. Allez, silence partout, les moteurs sont blindés. La campagne périgourdine résonne au son des équipes de tournage. Ça commence à être bien. Allez, moteur. Attends, coupe. Cette semaine-là, pas moins de 3 productions différentes sont au travail. La volonté d'un département. Lumière sur la Dordogne, devenue en quelques années terre de cinéma. Il faut regarder pas, non d'ailleurs. Catherine est partie. Ça tourne chez Marie-Claude. Eh bien le silence! Le moteur est demandé. Dans sa maison, Bernard Lecoq s'apprête à jouer une nouvelle scène. Il est le héros principal du téléfilm La fin de l'été. Voilà déjà 3 semaines que l'équipe a posé ses valises. 3 semaines que Marie-Claude cohabite. Réfugiée au fond de son jardin, la septuagénaire se demande toujours pourquoi sa demeure a été choisie. Comment ils ont fait pour atterrir chez moi? C'est encore la question. Un petit mot derrière ma porte, on cherche une maison, votre maison nous intéresse. Bon, d'accord. Et puis j'ai joué le jeu, quoi, en fait. Tout simplement. Chercher des décors. Là, on arrive chez le propriétaire. Voilà l'une des missions de Thierry Borde, membre du bureau d'accueil des tournages. Voilà le château de Cressensac, qui m'a l'air, ma foi, super bien entretenu, avec peu de nuisances visuelles, ce qui est plutôt un avantage parce que c'est le genre de décor qui peut servir pour un film historique. Bonjour. Bonjour. Thierry Borde, Ciné Passion. José Naganory, enchanté, bienvenue. Merci de nous recevoir. Bienvenue. Thierry a directement été appelé pour visiter cette bâtisse napoléonienne. Le bâtiment coûte cher à l'entretien et le propriétaire ne serait pas contre une petite rentrée d'argent. Ce serait un beau projet. Je pense que d'arriver à le mettre à l'écran un jour. Le travail de Thierry va donc consister à photographier sous tous les angles le bâtiment, avec des bonnes et des mauvaises surprises. D'accord. Ouais, effectivement, c'est très rose. Tant pis pour la décoration, la magie du cinéma fera bien le reste. Ça ne gêne pas une équipe de film, hein, parce qu'eux, ils peuvent vous le repeindre. Des clichés qui serviront à convaincre les productions. Mais lors de ce premier rendez-vous, il s'agit surtout de rassurer le propriétaire. Comment et combien louer sa maison? Telle est la question. Les gens du cinéma sont des gens adorables. Et si vous leur donnez ça, ce qu'ils vont vouloir, c'est vous prendre ça. Donc,
À vous d'être extrêmement prudent, très ferme sur ce que vous leur accordez. C'est une proposition qu'on doit me faire et à partir de là, savoir si ça vaut la peine. Enfin, ça représente quelque chose de... En général, c'est quand même sympathique. Ouais. C'est quand même sympathique le coût de la location. Mais effectivement, c'est des gens qui ont vraiment une idée très précise de ce qu'ils vont pouvoir mettre dans la location. Donc, ils ne vont pas vous dire n'importe quoi. Château, village, paysage ou encore usine désaffectée, tout est bon pour alimenter le catalogue de décors du département. Déjà 1800 lieux recensés. Est-ce que vous avez une idée de la distance? Et beaucoup de questions posées. Ce serait un local policier. Vous avez une idée exacte de la construction, la date de la construction? Au niveau de l'environnement, est-ce qu'il y a des trucs particuliers? La seule difficulté peut-être, c'est la hauteur de plafond. Allez, sur l'arrivée de Léo. Ça tourne, même en forêt. À l'ombre des arbres, en plein Périgord noir, une équipe de tournage est au travail. La série Mission nous emmène sur une autre planète. À mi-chemin entre Star Wars et Interstellar, la production a choisi la Dordogne pour ses plans extérieurs. Des charpentiers locaux ont même été embauchés pour la construction de ces cabanes futuristes. Henri Deburn est producteur de cette série. On est dans des endroits en fait qui sont vraiment très inspirants pour le cinéma. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici. Là, quand on arrive, on est complètement projeté. On est transporté dans un autre univers. Et tout ça, c'est super pour les comédiens. C'est super pour le réalisateur qui a plein de possibilités de choses à filmer. Et en plus, on est accueillis super bien par les équipes du bureau d'accueil, mais aussi par les gens du coin, qui sont contents de voir des tournages un peu différents venir. Je pense que nous, quand on leur dit qu'on fait une série avec des astronautes dans la forêt, les gens, ils sont morts de rire. Et ils se disent « Ah bon, c'est possible ça ?» Possible, oui, grâce à un savoir-faire déniché à quelques dizaines de mètres du plateau. Dans leur atelier féerique, ces charpentiers ont travaillé pour la première fois avec une équipe de cinéma. Ça, c'est leur mot préféré, il faut que tout soit raccord avec tout. Ils disent ouais, il faut faire une cabane, il faut que ce soit raccord avec l'autre cabane. On a l'habitude de faire des constructions qui sont durables sur des centaines d'années, et puis là, on fait quelque chose qui doit durer 3 semaines. Avec des vis sans aucun assemblage, donc du coup, ça nous change un peu, mais bon, c'est assez rigolo comme expérience. La chef d'éco a dit oui, je veux des arbres qui traversent le toit parce que ça fait joli. Donc on a fait des arbres qui traversent le toit, mais l'ingé son, il fait ouais, cet arbre, il fait craquer la cabane parce qu'il traverse le toit. Est-ce que vous pouvez faire arrêter l'arbre de craquer? Les anecdotes de tournage ne manquent pas. Pour autant, l'expérience reste belle. Selon une étude, miser sur le cinéma pour une collectivité est vite rentable. En Dordogne, pour 1 euro investi, 10 sont dépensés localement par la production. gbkfilm.com. Gérer ses retombées économiques et faire travailler les acteurs locaux, Vous pouvez passer quand vous voulez. c'est l'autre mission du bureau d'accueil des tournages et de son fonds de soutien. Allez, tout à l'heure. Lumière sur son savoir-faire. Action! Aujourd'hui, l'exemple du département a fait des émules. Il y a maintenant 5 départements avec des fonds de soutien. Mais au départ, la Dordogne était la première. Depuis 1928, pas moins de 130 films ont été tournés en Périgord. Un rythme qui s'accélère de jour en jour, car chaque année, le département distribue 200 000 € aux équipes de tournage. Il y a donc du travail pour tous. Ce matin-là, Thierry Borde a rendez-vous avec un tout jeune cadreur venu s'inscrire sur le fichier départemental. Enchanté. Ouais, Thierry. Alors, est-ce que vous connaissez ce qu'on fait un petit peu? Ici? Ouais. Moyennement, c'est vrai. Mon boulot, c'est essayer de faire venir au maximum les tournages sur notre territoire départemental. Et puis, essayer de favoriser l'embauche locale en faisant travailler au maximum des techniciens locaux sur les films. Nicolas Andrieux est périgourdin et cherche du travail. Ça permet de pouvoir avoir une petite aide quand on est en sortie de l'école comme ça, et de pouvoir essayer de débuter de la meilleure manière qui soit. 70 techniciens sont inscrits sur ce fichier. C'est le cas de Dominique et de Philippe que nous retrouvons en plein travail sur un tournage. Et il parle patois lui aussi, comme moi. C'est très rare que je trouve quelqu'un qui parle patois. Bonjour.
Dominique est accessoiriste pour le cinéma. C'est bon, il y avait tout. C'est le clan restreint des Périgourdins, oui, effectivement. On est quelques-uns sur ce tournage-là. Pas énormément. C'est encore des productions qui sont un petit peu frileuses à l'idée de recruter sur place, parce que forcément en province, ça ne veut pas forcément dire compétence. Après, ils sont ravis, parce qu'ils se trompent à chaque fois, bien sûr. Ce qui fait que nous, après, on va travailler à Paris. Mais l'inverse, c'est un petit peu plus difficile encore. Comme ça, tout le monde le verra. Celui qui n'a aucun mal à se faire accepter sur les plateaux parisiens, c'est Figu, le cantinier du cinéma. Avec un carnet d'adresses long comme le bras et ses phrases pleines de bon sens. Si c'est bon, c'est bon. L'ancien restaurateur périgourdin sillonne depuis 30 ans les routes de France et fait partie des plus demandés de la profession. Ah, Bernard, comment ça va? Tu vas te faire couper? Comment ça va, mon ami? Elle a quelque chose de particulier, sa cuisine? Ah bah, je vais vous dire un truc, elle est bonne. Voilà ce qui est particulier, c'est un point extrêmement important. Elle est variée et excellente. Alors voilà, donc il nous gâte tous les jours, à chaque fois, c'est tout à fait génial. Mais il dit ça parce qu'il m'aime beaucoup. À sa table, l'homme ravitaille les équipes. Il les écoute également. Figu, l'âme d'un plateau de cinéma. Il se dit des choses à la cantine qu'on ne répétera jamais, nous. Mais c'est vrai que c'est l'endroit, nous on sait si ça se passe bien ou mal. C'est un peu un thermomètre. Clap de fin. Grâce à la mobilisation de femmes et d'hommes et d'une impulsion politique, la Dordogne des champs et des villes n'a jamais été aussi lisible sur nos écrans de cinéma. Alors que la nuit tombe, le tournage des équipes s'achève. Il y en aura bien d'autres. L'an passé, le Périgord a comptabilisé pas moins de 178 jours de travail sur son territoire. Ok, coupé. Cinéma, télévision, un ticket gagnant pour la région, c'est la question centrale de cette émission. Le Cap Ferret, où nous nous retrouvons, est un bon exemple des retombées apportées par un film, retombées positives ou négatives. Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, tournés ici en 2010, ont eu un retentissement phénoménal sur la presqu'île, sur son architecture et même sur sa population. Bonjour Michel Samercelli. Bonjour. Merci de nous accueillir sur cette belle commune de l'Èche-Cap Ferret et puis de nous accueillir en prime gratuitement, parce que depuis quelques années, vous faites payer des équipes de tournage de films. Combien ça coûte de venir tourner au Cap Ferret? Écoutez, les tarifs sont variables. Vous savez, d'abord, les producteurs sont des gens qui sont généralement très exigeants. Ils recherchent une qualité, la sécurité en même temps pendant les tournages. Alors on nous demande de fournir un certain nombre de prestations. Couper les rues, couper les routes, par exemple, aider à un éclairage public, tout ça, ça a un coût. Donc c'est très variable. Alors ça va de quelques centaines à quelques milliers d'euros selon si c'est un film ou un Ceux qui ont payé le plus cher, ça a frisé les... Vous le répéterez pas bien sûr, 80 000 euros. D'accord. Et à quoi sert cet argent Bon, c'est très clair. J'ai pris une délibération au conseil municipal pour que 80% de cet argent soit versé au service social. Il n'est pas question que la commune s'enrichisse sur ses propres images. Il faut que ça serve la population profonde. En quoi les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, donc en 2010, ont marqué la vie de la presqu'île? Écoutez, ça a marqué la vie de presqu'île et ça m'a marqué personnellement et beaucoup de personnes de la commune parce qu'il y a des images qui sont extraordinaires. Il y a eu un effet... Il y a un effet Petit Mouchoir qui est indéniable. Dans les semaines ou mois qui ont suivi les premières projections, je ne dirais pas qu'il y avait des autobus qui étaient organisés, mais pas loin. Sur le plan économique, ça a développé pas mal de choses, ça a donné un souffle, ça a impulsé. Et moi, je souhaite de toute façon qu'on reçoive régulièrement des films, des bons films.
Nous voici à présent dans la banlieue bordelaise où cette ancienne friche militaire est réhabilitée par la mairie de Bègue depuis 2010. Son idée, en faire un pôle de l'image et du numérique. C'est ici qu'a choisi de s'installer le groupe TSF, spécialiste de l'équipement cinématographique. Il a ouvert l'une de ses 5 agences régionales en France. Il loue du matériel aux équipes de tournage de passage dans la région. Et il a créé aussi le premier grand studio professionnel de Nouvelle-Aquitaine. Suivez-moi. Et la taille de la porte d'entrée du studio est à l'échelle du lieu. Et un peu lourde aussi. Bonjour Nathalie Goutas. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce beau studio. Ravi. Vous êtes la directrice de cette agence régionale de TSF. Studio aux dimensions généreuses quand même. Oui, 400 mètres carrés avec un cyclo 3 faces. Cyclo 3 faces, ça veut dire qu'il y a 3 faces au-dessus, enfin en dessous, sur les avec côtés. Et ça, c'est un avantage pour le cinéma, notamment. Oui, tout à fait. Qui l'utilise, ce studio? Des tournages de fiction, donc notamment la série Vestiaire, donc aussi bien des programmes courts que des programmes plus longs, comme on a accueilli Baron Noir, donc des gros décors de Baron Noir. Récemment, la série chinoise, donc de la fiction, et également beaucoup de publicité, des tournages de clips. Et également de l'événementiel. Bordeaux est une ville qui est attractive en termes de tournage et donc c'était intéressant pour nous en termes de prestations techniques de pouvoir dire aux productions intéressées par la région que nous étions sur place et qu'ils pouvaient donc compter sur... Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai potentiel en Nouvelle-Aquitaine pour des tournages de films. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, nous, on en est convaincus et on essaye justement de faciliter aux productions toute l'organisation de leur tournage en leur proposant sur place les véhicules, le matériel, lumière, machinerie, donc studio comme on vient de le voir, pour que vraiment ils aient tout sur place. C'est du clé en main, presque. Voilà. Vous en parliez, le plus gros tournage chinois jamais réalisé en France a été en partie réalisé ici. Le nom de cette série, Le Crocodile et le Pluvian, un film romantique à 80 millions de téléspectateurs potentiels selon son producteur français. Un tournage de 2 mois en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Regardez. C'est la série événement de la saison prochaine en Chine. Cette équipe de 100 personnes est en Aquitaine durant 2 mois pour le tournage. À Bordeaux, mais aussi ici dans le spectaculaire décor de la Pierre Saint-Martin. Dans cet épisode, Zhang Tianghai, comédienne et star chinoise, doit escalader une paroi rocheuse. Un moment intense pour toute l'équipe, pour le producteur français aussi. Franck Priot a réalisé tous les repérages. On a d'abord choisi la falaise et ensuite on a choisi tous les autres décors et la Pierre Saint-Martin non seulement nous offrait cette falaise qui, pour des raisons d'orientation, d'accès, plein de raisons techniques, convenait à nos besoins, mais en plus on a trouvé une équipe qui avait du répondant et des possibilités d'accès et de logistique dont on avait besoin pour amener 108 personnes. Le Crocodile et le Pluvian est une comédie romantique, une grosse production portée par 2 stars. 50 épisodes de 45 minutes, entre amour, déception et trahison, cette bande d'étudiants chinois est partie vivre plusieurs mois sur un campus européen, à Bordeaux. Passionnés d'escalade, ils vont chercher une fleur rare qui ne pousse qu'à flanc de falaise. On est venu ici pour faire cette séquence spectaculaire. Donc c'est une série qui va projeter sur la plus grande chaîne en Chine. C'est la chaîne privée, on dit c'est chaîne privée, Mongo TV. Il y aura milliards de spectateurs qui attendent cette série en Chine. Accueillir une telle production, une aubaine pour la station béarnaise. On se rend compte que la Pierre Saint-Martin peut intéresser des sociétés de production, et notamment pour le cinéma ou pour les feuilletons. Ce tournage représente 3 millions d'euros de dépenses en Nouvelle-Aquitaine. Cinéma, télévision, un ticket gagnant pour la région, c'est la question centrale de cette émission. Le cinéma, c'est quelques stars à l'écran et beaucoup de techniciens en coulisses, plusieurs centaines de personnes pour un film. Cette école privée forme au métier du cinéma et de l'audiovisuel. 8 000 € environ l'année d'études pour un cycle qui va jusqu'à 4 ans.
Alors y a-t-il vraiment des débouchés, et si oui lesquels, pour tous ces étudiants? Et pourquoi ce groupe privé a-t-il choisi Bordeaux après Paris pour ouvrir un campus? On va en parler. 2, 1, action. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pourquoi ce choix de faire cette formation des métiers au cinéma et à l'audiovisuel? Simplement, je pense, tout d'abord par passion et par envie d'apprendre le métier, d'apprendre le langage audiovisuel et de savoir, en fait, vu que de nos jours, tout le monde peut faire des films, tout le monde a des caméras, il y a des prix pas chers. Les gens oublient peut-être des fois le langage, les fondamentaux. Exactement, et du coup, ça nous permet de revenir là-dessus. Et après, l'objectif professionnel, c'est quoi? L'objectif professionnel, après, c'est de trouver du travail. Mais sur Bordeaux ou ailleurs? Sur Bordeaux ou ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en même temps formé à la télé, mais aussi au cinéma, au clip vidéo, à la publicité. Du coup, ça nous permet de voir très large dans l'audiovisuel. D'accord. Bon, merci, bon courage alors. C'est bientôt le diplôme. Tout à fait. Bon, merci bien. Alors, je rejoins la responsable de la formation pédagogique ici de la filière cinéma et audiovisuel. Bonjour Marie-Elbert. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Combien de métiers sont enseignés ici? Alors on a à peu près une dizaine de métiers enseignés dans la filière cinéma audiovisuel. On développe 4 spécialisations, production, montage, réalisation et images. Et donc à l'intérieur même de ces productions, on va développer plusieurs activités, plusieurs métiers. D'accord. Alors vous formez environ 200 jeunes au métier du cinéma et l'audiovisuel sur les 400 qui sont sur ce campus. Est-ce qu'ils trouveront tous du travail? Oui, alors on a des chiffres qui sont tout à fait positifs. On a 86% de nos étudiants qui, après la formation, sont employés dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Et ils en vivent? Et ils en vivent, effectivement, voilà. Et sur la Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs? Sur la Nouvelle-Aquitaine et effectivement en région parisienne pour certains. Voilà, mais certains choisissent véritablement de rester en Nouvelle-Aquitaine et de contribuer au développement de la filière ici même. Ouais, ça veut dire qu'il y a une filière vraiment qui se construit depuis quelques années, ça vous le ressentez? Tout à fait. Alors nous on le ressent énormément puisqu'on travaille avec beaucoup de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Tous les intervenants sont des professionnels en activité et donc on s'appuie sur ce réseau de forces vives pour donc donner des cours à nos étudiants. Merci Marie. Merci à vous. Merci bien. Alors on parlait de l'emploi des techniciens mais aussi celui des figurants dans la région. Voici un exemple de la volatilité de ce marché. En Limousin, l'arrêt du village français a eu l'effet d'un séisme. Durant près de 10 ans, la Haute-Vienne a servi de décor à cette série historique sur l'occupation allemande. 2017, fin de la série et début des ennuis pour la filière cinéma. En 2018, aucun long métrage n'y a été tourné. Et aujourd'hui, on se pose même la question de l'avenir de cette filière cinéma dans ce Limousin, pourtant terre de cinéma depuis près de 100 ans. Regardez. « 6 juillet 2017, à Émoutier, on tourne la dernière scène d'un village français. Pour cette petite ville de Haute-Vienne, c'est la fin d'une aventure. Pendant presque 10 ans, chaque saison, l'équipe de la série est venue s'installer en Limousin. C'est quoi le dispositif? Au fil de 200 jours de tournage, des liens se sont tissés. Aux côtés de l'équipe parisienne, 120 techniciens, 44 comédiens et 1 millier de figurants ont été recrutés sur place, en Limousin. Parmi eux, Paul et Roger, 2 retraités. C'est de bons souvenirs. Et les journées sont très longues. Ils commencent très tôt le matin pour le maquillage, choisir les habits. Tout ça, c'est très très long. Il faut avoir une grande patience, passer chez le coiffeur, la maquilleuse, l'habillement, attendre. Et après, quand vous êtes prêt, partir au coup d'envoi. Et là, il faut être prêt. Et action! Pour accueillir cette série pendant plusieurs années, la région a versé 1,5 million d'euros à la production. Mais le tournage aura généré 6 millions d'euros de retombées sur l'économie locale. Et vraiment, oui, c'était une aubaine pour nous. Et l'équipe de tournage, elle a beaucoup dépensé aussi dans la commune? L'équipe de tournage, ouais. Oui. Et puis bon, ils louaient des locaux sur place, ils mangeaient sur place. Et puis, pour nous personnellement, en tous les cas, leurs petits 4 heures, c'était chez nous, quoi. Ça crée aussi de l'emploi, ça crée aussi le fait que les gens voient ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. C'est super important et ça a été des expériences pour plein de gens lambda.
Je sais qu'à Émoutier, il y a plein de gens qui, du coup, ont fait de la figuration, etc. C'était extraordinaire pour eux, c'est génial. Je les ai vus faire les décors, là. C'était bluffant. La boutique était recouverte en boulangerie. Et j'ai un livreur qui était là, qui passait depuis 30 ans. Tout d'un coup, il s'arrête. Moi, j'étais au milieu de la route, j'étais en train de servir. Il s'arrête et puis il me dit mais elle est où la pâtisserie ? Aujourd'hui, Émoutier a retrouvé sa tranquillité, presque trop calme, depuis le départ du village français. Ça fait un vide, finalement, un peu quand ça va pas jusque-là, quand même, mais enfin, un petit peu. Ça fait un petit pincement au cœur quand ils disent on arrête la série, c'est fini, c'est foutu. On n'en parle plus. Le Limousin et le cinéma. Une histoire d'amour plus que centenaire. À Libinge, à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, on conserve la mémoire filmée de la région. Le plus ancien, c'est 1911. Ce sont les Ostensions du Dorat, un film qui dure un peu moins de 2 minutes et qui a la particularité d'être le plus ancien actuellement connu, donc ça en fait son charme. Et après Gaumont, en 1913, c'est Albert Kahn qui est venu poser sa caméra dans les rues de Limoges. Alors cette région a toujours inspiré, car dès 1919, avec Julien Duvivier et Asseldama, le western corrézien, qui fêtera donc l'an prochain ses 100 ans, de nombreux réalisateurs se sont succédés. Certains se sont installés ici, Chabrol, Miller. Il y a eu des films emblématiques tournés par Chéreau. Il y a des lieux comme Montméry, qui a vu Alain René tourner Providence, Olivier Assayas tourner Les Destinées Sentimentales, Lydie Chatterley voir une pluie de César ruisseler le long du château. Donc les tournages se sont succédés avec des grands noms aux quatre coins du départ de la région. Attention, moteur demandé, 75 sur 2 quatrième. Action! Pendant une dizaine d'années, les tournages se sont enchaînés en Limousin. Ici, en 2011, La Guerre des boutons est entièrement tournée en Haute-Vienne. 12 semaines de tournage, avec une équipe en partie constituée avec des techniciens et des comédiens de la région. Ça finit par se savoir qu'une région est plus ou moins accueillante qu'une autre? Bien sûr, on parle beaucoup. On parle beaucoup entre nous. Mais... Et puis surtout, quand un directeur de production ou une production va chercher une région, voilà, on s'appelle entre nous, on prend toujours des renseignements sur les techniciens aussi. Et là, c'était plutôt positif? C'était plutôt positif, oui, bien sûr. Donc on démarre le plan, tu es penché vers le lavabo, avec ta main droite. Je vois pas... Eric, tu m'entends ou pas? Depuis 1998, le pôle cinéma du Limousin a octroyé des aides financières aux producteurs pour qu'ils viennent tourner dans la région. Il a aussi mis à leur disposition un fichier de décors, de techniciens et de comédiens locaux. Entre 2007 et 2017, on a compté 1700 jours de tournage en Limousin. Plus de 8000 techniciens ou figurants locaux y ont participé. Parmi eux, Frédéric. Depuis 13 ans, ce régisseur a pu enchaîner les tournages en Limousin. Étant donné que c'était le Limousin lui-même qui donnait directement de l'argent aux productions, les productions étaient forcément attirées par le Limousin. Donc il y a eu beaucoup de tournages? Beaucoup. Moi, en tous les cas, j'ai fait beaucoup de tournages. Et les producteurs qui venaient en Limousin, ils avaient tendance à faire appel aux intermittents du spectacle, aux techniciens, aux comédiens locaux aussi, donc? Non seulement ils faisaient appel aux techniciens locaux, mais en plus, souvent, ils revenaient. C'est-à-dire que donc, ils ont été satisfaits des techniciens locaux. Yannick et Jacques, eux, sont décorateurs de plateau à Limoges depuis 10 ans. Donc moi, j'ai commencé le cinéma parce qu'effectivement, c'était en plein essor en Limousin. On avait beaucoup de tournages. Voilà, il y avait effectivement de la place pour des gens qui étaient intéressés par ce métier et formés. Et donc pendant effectivement toutes ces années, j'ai travaillé très très régulièrement en fait sur des tournages. Après son diplôme audiovisuel, Claire a elle aussi pu exercer son métier de directrice de casting pendant 10 ans dans la région. On avait la chance, certes, d'être dans une petite région, mais d'avoir une structure, le pôle cinéma, qui était très très dynamique, qui nous soutenait beaucoup, avec qui on a quand même établi une relation de confiance et qui faisait que, comme proportionnellement, du coup, on n'était pas très nombreux à faire ce type de métier, on arrivait toujours à trouver du travail et à faire ce qu'il fallait pour s'en sortir.
Et action! Novembre 2017, retour à Émoutier. Le village français est terminé. Dans le cimetière, on tourne Les Enfants du mensonge, une fiction TV. 21 jours de tournage, 150 figurants et une trentaine de comédiens et techniciens locaux. Ce sera leur dernier contrat. Depuis un an, plus aucun film n'a été tourné en Limousin. On vous a appelé des fois pour vous donner du travail ou pas? Non. Et quand c'était à Limoges, on vous appelait? Oui. Et du coup, vous avez du travail aujourd'hui? Non. C'est-à-dire zéro travail? Tournage en Limousin, zéro tournage. Oui. Et comment vous faites alors? Eh bien, on survit, on espère, on passe des coups de fil, on essaye de se débrouiller, en espérant que des jours meilleurs viendront. Si c'est la solution, c'est d'aller travailler à Paris, à terme, effectivement, se posera la question, est-ce que je reste en Limousin? Moi, j'ai 3 enfants, donc je ne vais pas pouvoir aller habiter à Paris. Ouais. Et c'est pas du tout aussi mon envie, donc je vais être obligé effectivement de prendre un tournant, de me recycler, d'apprendre un autre métier aussi. Voilà. Faute de travail, après 10 ans dans l'audiovisuel, Claire a décidé d'abandonner le cinéma. Elle a changé de métier. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, y a moins de travail, j'ai 2 enfants, il faut faire un choix. Enfin, raisonnablement, économiquement, il fallait faire un choix, puisque effectivement, bon, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé ici, qui ne connaissent pas ni la région, ni les spécificités des départements, ni les décors, ni les techniciens. Donc forcément, c'est pas des gens qui spontanément vont se dire, tiens, on va tourner sur le plateau de Mille Vaches. Parce qu'ils savent pas que ça existe, en fait, je pense. Depuis la réforme territoriale, c'est désormais la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, qui organise le soutien au secteur du cinéma. Une agence régionale gère les aides financières, les listes de décors et les fichiers de comédiens et de techniciens disponibles pour les tournages. C'est le Creusois Éric Correia qui suit ces questions pour la nouvelle région. Il y avait 2 longs métrages qui étaient prévus en 2018 en Limousin. Et ces 2 longs métrages ne se sont pas déroulés. Parmi eux, il y en avait un qui avait 6 mois de tournage, à la fois en Corrèze et en Creuse. Donc la perte à la fois d'un village français et de ces 2 longs métrages font que 2018 ne sera pas une bonne année pour le cinéma en termes de jours de tournage et donc d'emploi de techniciens pour l'ex-Limousin. Depuis 30 ans, Isabelle Neuvial produit des films en Limousin. Jusqu'en 2017, elle bénéficiait des aides de l'ancienne région pour produire ses documentaires. Cette année, elle constate que les aides aux documentaires audiovisuels ont diminué de 250 000 €. On a des projets qui étaient régulièrement soutenus à toutes les phases, non, mais soit en écriture, soit en développement et ensuite en production en région Limousin, et qui là ne sont aidés ni en écriture ni en développement. Si on cumule 1, 2, 3 projets qui ne sont pas soutenus par la région, ça met les structures en déséquilibre financier, et donc on est des toutes petites structures artisanales en danger assez rapidement, oui. Et je vous confirme qu'il y a eu une baisse sur le documentaire audiovisuel et qui va être rétabli sur l'année 2019. Voilà, il manque à peu près 200 000 €. Et en bon politique, l'élu régional renvoie la balle dans le camp des 3 départements de l'ex-région Limousin, qui ne financent pas les tournages comme le font d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Robin Renucci, lui, est revenu en Limousin. Pendant presque 10 ans, il y a beaucoup côtoyé les techniciens et les comédiens de la région. Devant leur portrait, le comédien vedette du village français, qui est aussi le directeur des centres dramatiques nationaux, rappelle qu'il est très attaché à la décentralisation de la culture dans tous les territoires. Donc plus on va travailler avec des gens sur des territoires et plus les gens peuvent vivre tout simplement sur des territoires, et plus c'est riche. C'est là qu'ils devraient pouvoir travailler. C'est-à-dire que si la métropole attire totalement tout le lieu de travail, ça redevient un autre parisianisme, si vous voulez, mais ça s'appelle bordelisme, je ne sais pas. En tout cas, et l'équilibre territorial, quand ce sont des grandes régions, je pense à la région Aquitaine, mais aussi la région Occitanie, qui est extrêmement vaste, si vous voulez, il est important qu'il y ait des relais, je trouve, de pôles cinéma qui soient éclatés plutôt que centralisés.
En 2019, 2 films longs métrages devraient être tournés en Limousin. Bonjour Éric Correa. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici sur les quais embrumés de Bordeaux un petit peu. Alors vous êtes entre guillemets le monsieur cinéma et audiovisuel à la région. On vous a vu dans ce reportage sur les inquiétudes de la filière cinéma en Limousin. Comment la région peut faire en sorte de territorialiser l'aide à la filière pour que tout le monde en bénéficie et pas seulement Bordeaux et la métropole? C'est ce que la région fait, effectivement, à travers le fonds de soutien et le soutien au cinéma. Ce fonds-là est régional, il s'additionne de fonds départementaux. La Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, les Landes et les Lot-et-Garonne participent à ce fonds de soutien qui avoisine des 10 millions d'euros, voire les 11 millions d'euros, selon les projets. Et nous veillons, effectivement, nous avons le devoir de veiller à ce que les tournages puissent avoir lieu sur l'ensemble de la région. 10 ou 11 millions d'euros en 2017 pour aider la filière cinéma et audiovisuel, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que c'est rentable pour la nation? Oui, le CNC a d'ailleurs chiffré les retombées économiques pour un territoire. Pour 1 euro d'argent public, il y a à peu près en moyenne 10 euros de retombées sur un territoire. Il y a plus de 40 producteurs en Nouvelle-Aquitaine installés chez nous et nous les aidons pour se développer et qu'on puisse produire à partir de la Nouvelle-Aquitaine. Et les festivals, qui sont nombreux dans la région, ils jouent un rôle pour séduire ces producteurs, attirer ces professionnels ici? Oui, ils jouent un rôle. Regardez le festival d'Angoulême, le festival de Biarritz, le festival de La Rochelle, très beau festival, bien sûr, ça joue éminemment un rôle dans la diffusion, dans la rencontre. Et puis aussi, ils découvrent des paysages à l'occasion du déplacement dans ces festivals. Nous avons une diversité de paysages qui est absolument fabuleuse dans cette région. On a l'impression que la filière cinéma elle est sous perpétuelle perfusion d'aide d'argent public. Est-ce que c'est tenable longtemps? On parle de soutien à la culture. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le poids des régions dans le financement du cinéma, c'est plus de 170 millions d'euros. C'est l'équivalent de Canal+. Voilà la force des régions aujourd'hui. Donc nous soutenons la création culturelle dans nos territoires, parce que derrière, c'est non seulement de la culture, c'est de l'éducation, c'est de la diversité, mais c'est aussi de l'économie. Voilà, donc vous dites que le cinéma est assisté, je ne dis pas ça. Le cinéma, la création culturelle à travers le cinéma est soutenue dans nos territoires, et c'est une bonne chose pour notre territoire. Merci Éric Correa, merci pour toutes ces explications. Alors, que ce soit au cinéma ou à la télévision, les films d'animation sont en pleine progression, en pleine mutation technologique aussi. Et dans ce domaine, il y a une star française, c'est Angoulême. Son pôle image est une référence internationale. Les studios sont de plus en plus nombreux à s'installer en ville. Alors, de la formation des jeunes à la fabrication de ces films, voyez comment la capitale charentaise est devenue aujourd'hui le premier site français en région du film d'animation. Alors, le César du meilleur film d'animation pour le long métrage est attribué à Ma vie de courgette. En 2017, la consécration pour Ma vie de courgette dissimule une autre réussite. Je vous le donne parce qu'il est très lourd pour moi. Celle du pôle image d'Angoulême, où le film a été réalisé en grande partie. L'équipe du film qui a fait image par image avec beaucoup d'amour et de patience. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Ce César est l'un des exemples réussis qui jalonnent l'histoire de la ville et de son pôle image. Tout commence 20 ans plus tôt sur ces friches industrielles et immobilières. À l'époque, les élus s'appuient sur l'aura de la capitale de la BD pour créer Magélis, une structure chargée de développer le secteur économique de l'image. Achat de foncier, rénovation, cette partie d'Angoulême sera dédiée aux studios et à la formation. On a eu la chance d'arriver sur des secteurs aussi qui devenaient matures. L'animation en France, il y a quelques années, n'était pas un secteur mature. Il y avait quelque chose qui existait. On fabriquait du dessin animé, mais pas à cette hauteur-là. Je crois qu'une des grandes forces de Magélis, c'est d'avoir eu le temps. On nous a laissé le temps de construire. Ça, je crois que c'était un point important. On a pu aussi s'entendre avec les producteurs pour que petit à petit, Angoulême devienne un grand centre de fabrication d'animation. Au cœur de cette stratégie, la création de l'école des métiers du cinéma d'animation. L'EMK donne aux élèves les bases de cette profession, parfois de manière surprenante.
fait qu'ils soient passés en fait en jouant avec leur corps, qui est leur premier outil, ça va leur aider à faire des dessins parfois plus déverrouillés, débloqués, plus expressifs. Et vu que c'est fait pour être de l'animation, ça passe par le dessin. Et là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Des cours de mime, de la sculpture pour appréhender les volumes, la maîtrise des derniers outils informatiques. Le cursus des étudiants se déroule sur 3 ou 4 ans. Gris neutre. Ouais, voilà, très bien. Et le blanc, tu le déplaces. Ok, c'est bon. Dans cette salle, un atelier 3D pour les étudiants en 2e année. Au cœur de la séance, un logiciel de création graphique utilisé par les studios d'animation. Là, si je fais un boulot, j'aurai aucun stress. Je sais que je vais travailler en pensant vraiment à mon avenir professionnel, plutôt qu'à je suis en école, il faut que j'aie des bonnes notes pour pouvoir passer dans l'année suivante ou voilà quoi. Ce qui est bien à l'MK aussi, c'est le côté, on apprend beaucoup de choses, pas seulement l'animation, on apprend aussi la technique 3D, du scénario, de l'image numérique, de toutes ces choses-là. On voit toutes les étapes de production et moi c'est ce qui m'intéresse. L'école a été lancée en 1999 avec une quinzaine d'élèves. Ils sont aujourd'hui 160. Des diplômés qui figurent souvent au générique de séries prestigieuses. Je sais combien tu te sens concerné par le bonheur de l'humanité. Je sais combien tu seras heureuse quand je deviendrai un médecin célèbre. Un médecin qui viendra en aide aux pauvres gens du monde. Mais si je veux devenir médecin, il faut que j'obtienne des bonnes notes en classe. On a tout le temps cet apport en fait, des professionnels avec les intervenants et ces relations avec les studios pour permettre en fait, d'adapter le cursus tous les ans en fonction réellement des besoins. De l'école à la production. Comme de nombreux professionnels de l'animation, le studio Primalinéa s'appuie sur ses mains expertes pour développer ses projets. En 2003, le studio quitte Paris pour s'établir à Angoulême. Dans ses bagages, un long métrage, U, la licorne. Bonjour, t'es jamais vu par ici. Qui es-tu? Et vous, vous êtes U. Hein? En 2005, un autre projet, Peur du Noir, réalisé avec des auteurs de BD, scelle définitivement son ancrage charentais. Cette possibilité de créer aussi des synergies dans une volonté artistique forte est aussi un des arguments importants au-delà de ce qui est évident, qui est cette puissance de l'écosystème autour de l'animation, du dessin et de l'animation qui est à Angoulême, voilà, et qui s'est renforcé d'ailleurs depuis. Bon, Pascal, où en es-tu? Depuis, Primalinéa affiche des projets particulièrement ambitieux. Parmi les derniers en date, La Tortue Rouge, nominée aux César et aux Oscars en 2017. Cette année, le studio a mobilisé jusqu'à 70 personnes pour un nouveau long métrage, la fameuse Invasion des ours en Sicile, une adaptation de l'auteur italien Dino Buzzati. Une production à 11 millions d'euros et 3 ans de travail pour une multitude de spécialistes de l'animation. Là, on est dans de l'animation, mais avec toute une équipe qui est spécialisée en animation d'effets spéciaux. Et les effets spéciaux, là, vous voyez de l'eau, ça peut être le feu, ça peut être les nuages, ça peut être la mer. On a beaucoup de mer aussi dans le film. Au bout de la pointe des naufragés face à la mer. Des productions qui génèrent un écosystème. En équivalent temps plein, on parle d'1 millier d'emplois sur Angoulême. D'autres métiers sont ainsi venus grossir la sphère du polymage. Alors que la fameuse Invasion des ours en Sicile est toujours en cours de fabrication, le studio Piste Rouge commence à travailler sur les ambiances sonores du film. Je travaille par étapes. On a ce qu'on appelle les ambiances
D'abord, donc, qui crée l'ambiance autour un petit peu. Donc, par exemple, ici, là, on voit ces mers. Donc, il va y avoir du vent, il va y avoir des sons de vagues, etc. Donc, ça, c'est l'ambiance. Et après, on vient resserrer sur ce qu'on voit à l'image et on complète voilà, sur les détails, en fait, de ce qu'on voit sur l'action. À cette étape, il s'agit pour l'équipe de Piste Rouge de faire des propositions aux réalisateurs. Un travail de pré-production qui n'est pas systématique. Sur des films un peu plus importants, très travaillés, on va commencer à faire du son avant la fin de la production en fait. Donc par exemple là on travaille sur une image, typiquement celle-ci n'est pas terminée. Dans le domaine du film et des séries d'animation, Angoulême est la deuxième ville de France après Paris. Ici, la compétence des animateurs 2D et 3D a même contribué à relocaliser un travail sous-traité en Asie. Ça devenait très difficile de pouvoir encore discuter de changements, de modifications, d'aménagement d'une production une fois que c'était parti très loin. Ici, il y a les studios, on peut venir voir, on peut discuter, on peut se mettre d'accord. D'autant qu'il y a, je pense, quasiment toutes les techniques sont représentées, de la 2D, 3D, mais aussi de la stop motion. La stop motion est justement le moteur d'une nouvelle production réalisée par le studio Normal. Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui je suis? Une technique image par image plus que centenaire, désormais associée à l'outil informatique. Animer ces personnages, un travail de plusieurs mois pour les réalisateurs et leurs équipes. Leur série Bonjour le Monde est programmée sur France 5. Alors, tu veux que je t'explique un petit peu le plan en question que l'on va tourner avec Fran, l'animateur. C'est un plan qui va faire 8 secondes. Donc ça fait quand même beaucoup d'images et beaucoup de pauses. Donc c'est un métier, la stop motion a cette caractéristique d'être physique par contre. C'est une animation, elle est toujours longue à faire, à fabriquer, mais là c'est l'être humain qui manipule. Des plans qui sont ensuite assemblés et intégrés dans le fil de l'histoire par le biais d'effets spéciaux numériques. Un univers constitué de centaines de marionnettes réalisées en papier. Des animaux propres aux milieux aquatiques, comme ce butor étoilé. Voilà, donc pour bien reproduire les mouvements de vol des oiseaux, toutes les plumes sont articulées, chaque plume bouge. Les ailes s'ouvrent complètement, ils se plient complètement. Voilà, pour avoir des vrais mouvements qui imitent vraiment le vol des oiseaux. Oh, je vole. Voler, c'est comme... naître une seconde fois. Nuit, viens avec moi. Je m'en vais quelque part, autour de la terre, chassé dans les prairies. Maintenant, tu sais qui tu es. Je suis un hibou moyen duc. Bonjour, le monde. Dans sa dynamique, la capitale de l'image attire aussi d'autres professionnels. Objectif 3D, une école privée, a ouvert ses portes en 2017. Elle forme des techniciens dans l'animation. Une quarantaine d'étudiants opérationnels dès la sortie du cursus. S'il y a un endroit où il faut, venir et participer à, on va dire, à ce qui sera l'histoire de l'image en France, c'est bien Angoulême. Que ça existe, les morts-vivants? L'école d'Angoulême est donc plébiscitée par les producteurs, les réalisateurs et les auteurs. Il y a moins de 2 ans, le dessinateur Arthur Depin adaptait à l'écran sa bande dessinée Zombilénium. Un film réalisé à 50% par des équipes angoumoisines. Un zombie? Allez, grimpe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? À l'occasion justement des rencontres de la BD, j'en ai profité pour voir des anciens collègues avec qui j'avais travaillé sur Zombilénium. La plupart habitent toujours ici, c'est ça qui est amusant. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient partis vers d'autres prods ailleurs, dans d'autres villes d'Europe, de France. En fait, non, il est tout à fait possible pour quelqu'un qui travaille dans le dessin animé d'habiter à Angoulême et puis de faire sa vie ici, et sachant qu'il y a tellement de travail, tellement de boîtes, de projets qui tournent que finalement, ils enchaînent les boulots et puis c'est tant mieux, quoi. Alors c'est toi le patron maintenant? Tu t'es servi de moi, j'aurais dû m'en douter. Et l'histoire continue. 2014-2016, 2 poids lourds du cinéma d'animation s'installent à Angoulême. Dargo Média qui développe la série Boule et Bill
Exilam, mondialement connu pour la série Oggy et les cafards. « 20 ans après son lancement, Magélis a rempli l'essentiel de ses objectifs. Des formations, des emplois et un pôle économique qui fonctionne. Et bientôt, ces friches industrielles vont revivre grâce au métier de l'image. Ce bâtiment sera réhabilité pour accueillir les 130 salariés d'un studio d'animation. Huit ans après Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet a tourné ici au Cap Ferret la suite du film. Nous finirons ensemble, sorti au printemps 2019. Les films français n'ont jamais autant attiré de public en salle, une hausse constante ces dernières années. D'ailleurs, les Français sont de plus en plus nombreux à aller au cinéma. La fréquentation annuelle dépasse les 200 millions d'entrées depuis 4 ans. On comprend mieux pourquoi nos régions cherchent à tout prix à se montrer sur nos écrans. 200 millions de spectateurs, c'est autant de futurs touristes potentiels. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.